Bonjour et bienvenue à Entre deux traites, Alain Lemieux. Toujours heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous amorçons une série en deux parties sur les protéines. Oui, les fameuses protéines dont tout le monde parle. On assiste en ce moment à un virage dans l'industrie laitière. La popularité des aliments riches en protéines, comme le yogourt grec et le fromage cottage, ont vraiment connu une explosion dans la dernière année. Dans ce premier épisode, nous allons examiner pourquoi les protéines sont devenues l'une des plus grandes tendances de l'industrie alimentaire, comment elles influencent les choix des consommateurs et quelles sont les conséquences sur l'évolution pour les producteurs laitiers canadiens. À la fin de ces épisodes, nous espérons avoir une compréhension plus claire non seulement du pourquoi de la tendance des protéines, mais aussi du comment le secteur laitier peut en tirer profit. C'est ce qui s'en vient à Entre deux traites. Notre première invitée aujourd'hui est Isabelle Nederer, directrice de la nutrition et de la recherche pour les producteurs laitiers du Canada. Isabelle, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pareillement. Isabelle, les protéines semblent connaître un regain de popularité ces derniers temps. On trouve sur les tablettes d'épicerie de plus en plus d'aliments enrichis de protéines ou tout ce qui est... On dirait que le mot protéine est comme synonyme de c'est bon. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Oui, effectivement, vous avez raison. Les protéines là, sont très populaires de nos jours, puis on retrouve de plus en plus d'aliments enrichis en protéines sur le marché. Puis essentiellement, ça s'explique par la volonté de l'industrie alimentaire de répondre à l'intérêt croissant des consommateurs pour les protéines. Depuis 5 ans, les protéines sont devenues le nutriment le plus recherché par les consommateurs parce qu'il est associé à la santé. La mention bonne source de protéines sur les étiquettes des aliments est devenue aux yeux des consommateurs le critère principal qui définit un aliment sain. Et à mon avis, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet intérêt. Bon, bien entendu, les médias sociaux ont amplifié cette tendance là, dans les dernières années, mais il y a quand même une base scientifique derrière tout ça. Premièrement, les protéines sont un constituant de chaque cellule de notre corps et elles sont essentielles à une bonne croissance et un développement optimal. Et un apport plus élevé en protéines est aussi associé à une meilleure satiété et une meilleure gestion du poids. Et ça, c'est un aspect qui a été beaucoup mis de l'avant par les régimes populaires pauvres en glucides et riches en protéines là, dans les dernières années. Donc, ça a attiré l'attention sur les protéines. Les protéines sont également associées à un vieillissement en bonne santé. Et on sait que la population vieillit, donc les gens s'intéressent de plus en plus aux protéines. Les protéines sont un composant essentiel des os. On parle beaucoup du calcium là, dans la santé des os, mais les protéines, c'est super important pour assurer une bonne santé osseuse. Et elles contribuent aussi au maintien d'une masse musculaire en vieillissant, ce qui est crucial pour conserver notre force, notre équilibre et prévenir les chutes en vieillissant. Et aussi, on découvre qu'il y a d'autres, que les muscles sont super importants et probablement l'organe le plus important pour un vieillissement en santé parce que une bonne masse musculaire, c'est associé à un meilleur contrôle de la glycémie, à un risque réduit de diabète, de maladies cardiovasculaires et aussi à une plus grande longévité. Donc, les professionnels de la santé soutiennent cette tendance là, populaire en mettant l'emphase sur l'importance de consommer suffisamment de protéines, en particulier pour les personnes âgées. Et je dirais, en terminant, plus récemment, la popularité croissante des médicaments amaigrissants comme Ozempic, là, vous avez sûrement entendu parler de ces médicaments-là. Oui. On met en évidence l'importance des protéines pour minimiser la perte musculaire lors de la perte de poids. Donc, on peut s'attendre à ce que ça s'accentue encore plus cet intérêt pour les protéines. Donc, les protéines, c'est pas seulement un aliment qui va créer la satiété, mais en plus, ça assure au niveau de notre corps une certaine forme de résilience, de développement. Absolument, absolument. D'accord. Puis, est-ce que pas c'est croyant, je voulais dire, mais plutôt
ces découvertes-là au niveau de la protéine, est-ce que c'est récent, ce qui fait que ce nouveau changement de mentalité par rapport à la protéine soit un changement durable? À savoir si c'est une tendance qui va durer dans le temps, ça c'est une question qui est bien difficile à répondre parce que les tendances alimentaires sont souvent imprévisibles et malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas prévenir l'avenir, mais euh, il y a définitivement un rôle important pour les protéines dans une saine alimentation et la tendance qu'on observe actuellement dans le marché, ben elle est apparue il y a environ 5 ans, puis elle continue de prendre l'ampleur, puis elle montre aucun signe d'essoufflement, je dirais. Donc, puis en plus de ça, elle est soutenue par un intérêt croissant du côté de la recherche et par la communauté des professionnels de la santé également. Donc, je pense que c'est raisonnable de croire que c'est une tendance qui est là pour durer encore un certain temps, du moins pour un certain temps. Combien de temps, là, ça, c'est difficile à dire. D'accord. Mais au niveau de la population actuelle, est-ce qu'il y a en effet une carence alimentaire en protéines? La réalité est que avec une alimentation variée, c'est assez facile de combler ses besoins en protéines sans avoir recours à des suppléments alimentaires ou des aliments enrichis. La plupart des gens atteignent d'ailleurs leurs besoins, là, mais il y a tout de même des segments de la population qui sont à risque d'apport insuffisant. On peut penser, entre autres, aux personnes âgées qui ont peu d'appétit et qui mangent peu, alors que leurs besoins en protéines sont en fait supérieurs à ceux du reste de la population adulte. Il y a les femmes aussi qui sont soucieuses de leur poids, qui sautent des repas, qui mangent peu, qui se nourrissent de salade, là, souvent qui sont à risque. Et puis, il y a aussi les jeunes enfants qui sont capricieux et qui mangent pas beaucoup. Et on peut penser aussi aux végétariens, aux végétaliens, aux flexitariens. Là. Les flexitariens, c'est des gens qui consomment moins d'aliments de source animale, sans nécessairement être des végétariens purs et durs. Si ces gens-là ne remplacent pas adéquatement les aliments d'origine animale, ben ils sont également à risque d'apport insuffisant en protéines. Et puis, il y a les athlètes aussi, ou les personnes très actives qui restreignent leur alimentation pour des raisons esthétiques, alors qu'ils ont eux aussi des besoins en protéines supérieurs à la moyenne à cause de leur niveau d'activité plus élevé. Ceci étant dit, les apports qui sont recommandés actuellement euh, sont considérés comme étant la quantité de protéines minimale qu'on a besoin de consommer dans une journée pour assurer nos besoins de base. Ça correspond pas à la quantité optimale pour une santé optimale, pour avoir une bonne satiété, etc. Donc, les spécialistes des protéines estiment que c'est bénéfique de consommer légèrement plus de protéines que ce qui est recommandé actuellement. Donc, on peut aller vers des quantités plus importantes de protéines dans notre alimentation et ça a des bienfaits pour la santé. OK. Puis bon, on va faire une petite mise en situation, si vous voulez bien. Je suis le Alain qui s'en va à l'épicerie et puis qui recherche un aliment riche en protéines. Là, ben, dans le bon comportement d'acheteur, évidemment, je vais repérer le logo de la vache bleue, mais mais pas que. Je vais aussi regarder la fiche nutritionnelle. Donc, dans la fiche nutritionnelle, je regarde les protéines. Quelle valeur on doit regarder ou affectionner pour se dire que le produit que je vais acheter est riche en protéines? En fait, je vous dirais, la première chose à faire, parce qu'il y a une explosion de produits enrichis en protéines sur le marché actuellement, hein. Puis on voit des protéines ajoutées dans des biscuits, des bonbons, des friandises, puis plein d'autres aliments qui sont, je vous dirais, pas très nutritifs. Donc, oui, c'est bien de rechercher des protéines, mais il faut prioriser les aliments qui sont nutritifs à la base. Puis, il y a aussi les diététistes, il y a certaines diététistes qui se sont exprimés publiquement
ces derniers temps parce que ils appellent à la prudence avec toute cette explosion de produits enrichis et souvent aussi les quantités de protéines qui sont ajoutées dans certains aliments enrichis sont très élevées par portion. Donc, il faut quand même consommer les protéines dans un contexte d'une alimentation variée, puis considérer que même les bonnes choses, les bons nutriments en excès, c'est pas nécessairement souhaitable. Parce qu'une surconsommation de protéines, ça peut quand même comporter certains risques. Tout d'abord, faut comprendre que notre corps a une capacité limitée à utiliser les protéines qu'on consomme à chaque repas. Et au-delà d'une certaine quantité de protéines, bien, les protéines sont plus utilisées par notre corps pour reconstruire nos muscles et pour d'autres fonctions corporelles. Et notre corps les transforme en sucre ou pire en gras. Puis là, ça s'en va dans nos poignées d'amour. Donc, c'est pas souhaitable. Hein? Ensuite, si on se bourre de protéines, ben là, ça favorise pas une alimentation équilibrée parce qu'on a pas très faim pour manger d'autres aliments, ça bourre les protéines. Alors, on n'a plus faim, puis on n'a pas, ça entraîne un déséquilibre alimentaire, puis possiblement des carences nutritionnelles, surtout si on opte pour des aliments qui sont enrichis de protéines, mais qui sont peu nutritifs, là, comme des friandises, par exemple. Il y a aussi l'enjeu possible qu'une consommation excessive de protéines peut favoriser la formation d'athérosclérose dans les artères, peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Et aussi, ça peut aggraver une condition qu'on appelle l'insuffisance rénale chez certaines personnes qui souffrent de cette condition-là et qui sont pas diagnostiquées. Il y a à peu près 10% de la population qui souffre d'insuffisance rénale et qui ne le savent pas. Alors, s'ils se mettent à consommer beaucoup de protéines, ça peut aggraver leur condition. Donc, comme toute bonne chose, la modération, c'est ce que je préconise, même pour les protéines. Ben évidemment, puis bon, pour avoir discuté déjà avec des nutritionnistes, mais pour les vaches, ben la clé du succès, c'est toujours dans le dosage. Faut s'assurer d'avoir le bon dosage pour pas excéder ou être en sous-alimentation. Mais c'est ça, c'est aussi vrai pour l'alimentation humaine. Mais justement, je suis en train de mettre la table, mais là, tu sais, l'émission s'appelle Entre deux traites, donc on va forcément parler de produits laitiers. Euh, la place là-dedans pour les produits laitiers versus la protéine puis nos besoins. Absolument. Mais je pense que ce qu'on remarque dans les sondages, c'est que les gens ne sont plus juste intéressés par les protéines, mais ils veulent aussi savoir quel type de protéines est meilleur pour eux. Et en fait de qualité de protéines, bien, je vous dirais, les produits laitiers peuvent vraiment se distinguer. Les produits laitiers contiennent des protéines complètes de haute qualité et ça signifie que les protéines laitières contiennent tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions pour notre corps. Donc, elles sont particulièrement efficaces pour développer et maintenir notre masse musculaire et notre masse osseuse. Aussi, le lait est très nutritif. C'est une source de 15 nutriments essentiels dont plusieurs sont insuffisants dans l'alimentation d'une bonne partie de la population. Donc, les produits laitiers enrichis de protéines, comme le lait à teneur élevée en protéines et le yogourt grec, par exemple, je vous dirais que c'est des véhicules de choix pour augmenter notre apport en protéines, notamment pour les personnes âgées et les athlètes. Parce qu'ils fournissent justement pas juste des protéines, mais aussi d'autres nutriments essentiels clés qui sont souvent manquants dans l'alimentation. Donc, c'est ça, c'est un genre de. Tu sais, quand ils sont primés, on va dire, en éléments dans leur composition, c'est bon pour combler des besoins, mettons, de façon très efficace par rapport à la portion. Exact. OK. OK. Puis, justement, là, on a parlé de lait, de yogourt grec, tout ça. Il y a
Mettons pour des consommateurs qui veulent faire des choix éclairés, là. Euh, Puis versus, mettons, l'alimentation quotidienne, on le sait, donc déjeuner, dîner, souper. Euh, Est-ce que tu aurais de bons exemples d'intégration de produits laitiers justement dans l'alimentation quotidienne? Je dirais pour ce qui est des aliments enrichis en protéines, si on cherche à ajouter un petit apport supplémentaire à notre alimentation, mon conseil, ce serait de privilégier des aliments qui sont à la base nutritifs, là, comme les produits laitiers, qui contiennent naturellement des protéines, comme les produits laitiers. Euh, Plutôt que d'opter pour d'autres aliments là, peu nutritifs dont je parlais tout à l'heure, les biscuits, puis ces aliments-là qui sont pauvres en nutriments, là, auxquels il y a des protéines qui sont ajoutées, puis qui sont disons, promus là, en public dans des campagnes publicitaires comme source de protéines. C'est pas là que je mettrais l'emphase là pour aller chercher les protéines dont on a besoin. Je conseillerais aussi de répartir notre consommation de protéines tout au long de la journée. Comme je disais tout à l'heure, notre corps a une capacité limitée à métaboliser les protéines à chaque repas, puis on peut pas stocker l'excédent de protéines dans notre corps. Donc, si on répartit notre apport durant la journée, ben on optimise notre consommation de protéines. Et dans ce contexte-là, je vous dirais de porter une attention particulière au petit déjeuner parce qu'on consomme souvent nos protéines en abondance au souper, puis on les néglige au petit déjeuner. Et le petit déjeuner est particulièrement important parce que on a finalement jeûné toute la nuit, hein? Et puis là, on brise le jeûne avec le petit déjeuner. Alors notre corps a faim, nos muscles ont faim et demandent une source de protéines. Et au petit déjeuner, ben les produits laitiers sont tout à fait indiqués. Hein? C'est difficile d'intégrer des fois d'autres sources de protéines au petit déjeuner, alors que les produits laitiers, vraiment, ça s'intègre très bien. Et aussi, moi, je vous recommanderais de consommer une source de protéines avant d'aller vous coucher pour favoriser la synthèse musculaire et limiter la dégradation musculaire pendant le sommeil. Et encore là, ben, je trouve que les produits laitiers sont particulièrement indiqués parce que, en fait, l'avantage des produits laitiers, je trouve, c'est qu'ils sont tellement polyvalents. On peut les consommer pratiquement toute la journée, du petit déjeuner au souper, en collation, avec des aliments salés ou avec des aliments sucrés. Et même avant d'aller se coucher, moi, personnellement, je dois dire que je bois souvent un verre de lait avant d'aller au lit. Il y a une croyance populaire qui dit que les produits laitiers ont été retirés du guide alimentaire canadien. Ce que je trouve comme croyance un peu scandaleuse étant moi-même producteur laitier. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment retiré du guide alimentaire canadien? Ils sont toujours dans le guide alimentaire canadien. Ils sont dans la OK. catégorie des protéines, des aliments protéinés, et ils sont considérés par Santé Canada comme étant des aliments qui sont nutritifs et bons pour la santé et qu'on doit consommer sur une base régulière. Donc, c'est souvent un mythe là, de penser que les produits laitiers font plus partie du guide alimentaire. Ils sont dans le guide alimentaire, c'est juste qu'ils sont présentés différemment à l'intérieur des aliments protéinés. OK, ben merci de la précision. En tout cas, Madame Lederer, c'était vraiment très intéressant comme entrevue. Puis je suis sûr que les auditeurs qui sont désireux de bien s'alimenter vont vraiment prendre vos conseils avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Plaisir. Ici, on a la force de nos convictions et la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous. Voilà pourquoi les producteurs laitiers d'ici respectent des normes parmi les plus élevées au monde et contribuent à renforcer nos communautés avec fierté. Lorsqu'on choisit les produits laitiers d'ici, ensemble, on est encore plus fort. Ici, c'est comme ça. Notre prochaine invitée est directrice des services techniques ruminants région de l'Est chez Trow Nutrition Canada.
Anne-Marie Reich. Bienvenue en deux traites. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bon, Anne-Marie, je parlais tantôt d'un virage dans l'industrie laitière, donc qui est justement plus porté vers les aliments riches en protéines, comme le yogourt grec, le fromage cottage. Et ça a tellement eu d'engouement que ça a même eu une répercussion sur la façon de rémunérer les fermes pour encourager la production pour qu'elle soit plus riche en protéines. Est-ce qu'on peut parler d'un changement majeur, surtout quand on pense que dans les dernières années, les producteurs étaient incités à produire plus de matières grasses? Oui, c'est sûr que c'est un changement majeur parce que, comme vous l'avez mentionné, là, il n'y a pas si longtemps, l'emphase était mise sur la production de gras pour les producteurs. On avait besoin de gras, les gens consommaient du beurre, les gens consommaient de la crème, mais ils en consomment encore. Et puis, c'est sûr que c'est un changement majeur pour eux, mais ça reste que les producteurs de lait sont très orientés vers le marché. C'est le fondement de la gestion de l'offre. On doit s'ajuster, on s'ajuste à notre marché et puis ils vont le faire. Mais pour eux, c'est un changement majeur. Mais oui, c'est sûr que c'est répondre aux besoins du marché. Ça fait partie de ce que les producteurs doivent faire. Ils vont le faire comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Mais oui, ça reste un changement majeur en peu de temps. Surtout quand on travaille avec du vivant. Ben oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change sur le prix pour le lait, mettons pour les producteurs laitiers? Qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Ben en fait, chaque ferme est différente, mais ce qui est important de souligner, c'est que justement la gestion de l'offre est orientée vers la production de gras. Fait que c'est sûr que les producteurs devront continuer à produire leur quota. C'est vraiment la base de leur paiement. Mais la Fédération des producteurs a mis plus d'emphase sur le prix de la protéine, justement pour que envoyer un signal aux producteurs de lait d'avoir une attention particulière à la production de protéines. Donc, essayer de travailler un peu sur l'augmentation de la production de protéines, vu vraiment la demande du marché qui est croissante, puis qui a cru de façon quand même, on va dire, assez grande dans les derniers mois. Je ne sais pas si c'est année, mais ça certainement dans les derniers mois. Donc, vraiment, on demande aux producteurs d'avoir une attention plus particulière à la production de protéines. Donc, ils ont mis plus d'emphase sur le paiement des kilos de protéines versus les kilos de gras pour justement inciter là, vraiment le marché à s'ajuster à la production de protéines. Donc, de réduire l'écart entre la production de gras et de protéines, de vraiment de s'en soucier, en fait. C'est vraiment plus de s'en soucier. Nos consommateurs, ils demandent de la protéine. D'accord. Et puis, un producteur, justement, qui veut améliorer sa production de protéines, il commence par où? Mais en fait, il faut trouver son goulot d'étranglement. Mais je crois que à la base, il faut mesurer. Il faut commencer à la base de mesurer on est où en tant que producteur. Donc, aujourd'hui, je suis là parce qu'il y en a qui sont très, très bons. Ils produisent déjà beaucoup de protéines. Leur taux de protéines à la ferme est très bon. Où je me situe, moi, dans l'échiquier de tout ça. Et puis de mesurer, moi, mon revenu est où? Avec le changement du paiement, moi, je vais me situer où? Puis à la suite de ça, c'est de faire les bonnes interventions selon la ferme, les objectifs du producteur, selon le marché, ce qu'il demande aussi. Parce qu'il faut bouger. On peut pas rien faire, dire, ah ben moi, ça va bien, puis je pense que je suis correct. Il faut agir. Mais il faut agir à la bonne place. Et puis, je pense qu'il faut vraiment commencer par mesurer. Où est-ce qu'on se situe là? Où est-ce qu'on se situe? Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la production de protéines, c'est un ensemble de facteurs. Fait que c'est sûr que l'énergie, la protéine microbienne, c'est deux choses qui sont très importantes et un ne va pas sans l'autre. On parle beaucoup de protéines microbiennes parce que c'est la protéine la plus économique, la plus efficace pour produire de la protéine. Fait que c'est sûr, si on veut travailler à la bonne place, il faut savoir est-ce que l'énergie est assez ou le gaz dans le moteur est assez présent pour permettre à la protéine microbienne de se développer puis de produire de la protéine. Mais ça, c'est propre à chacune des fermes. Fait qu'il faut vraiment travailler, vraiment en collaboration avec ses conseillers, puis vraiment, mais mesurer, c'est vraiment la base. OK. Donc, dans le fond, une vache qui est bien soutenue en protéines va sûrement être une bonne productrice de protéines d'après ma barre. Oui, exact. Soutenue en énergie, 80% du test de protéines vient de l'énergie. Donc, l'énergie qui va stimuler la protéine microbienne du rumen, qui va aller nourrir la vache en protéines. Okay. C'est vraiment important. Puis nous, on complète par la suite avec des suppléments.
ce que la vache aura pas été capable de combler au final. Fait que nous, on complète avec des suppléments qui ont une variété d'acides aminés différents. Mais à la base, il faut mesurer, puis il faut travailler selon chaque ferme est différente. Chaque ferme a son propre goulot d'étranglement, je vais appeler ça comme ça. Puis il faut le voir comme une opportunité d'augmenter les revenus. Il y a plein d'opportunités à travers ce changement-là, mais on mesure vraiment, on part de où, puis on s'en va où, propre à soi-même. OK, donc vraiment une introspection à faire sur chacune des fermes, à voir de où on part et puis où on va aller. Exact. Okay. Exactement. C'est très bien résumé. Et puis, sinon, ben, je sais que, en lien avec la production de gras qui était justement dans les dernières années, qui était plus axée là-dessus, ben, il y a eu des produits qui ont émergé pour justement augmenter le taux de gras dans le lait des vaches. Est-ce qu'il y a la même chose pour les protéines? Pour les protéines, c'est miracle, là? Non, exact. Même pour la production de gras, il n'y a pas de produit miracle. Ça dépend. Il y a beaucoup, chaque produit doit être utilisé judicieusement et doit être vraiment en lien avec l'environnement de la ferme, avec ce qui se passe à l'étable. Fait que ça, il n'y a pas de produit miracle qui existe. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est sûr que ce que je dirais, c'est que, la recette, puis qu'est-ce qui est important de travailler pour les producteurs, c'est vraiment tout se passe au niveau du rumen, puis vraiment de continuer à faire ce qu'ils font de très bien. Il faut vraiment la qualité des fourrages, la santé du rumen, amener vraiment des fourrages de haute qualité, travailler avec des ingrédients qui sont très digestibles, améliorer un meilleur, amener vraiment différentes sources d'acides aminés quand on veut compléter justement la protéine microbienne des vaches, amener une variété d'acides aminés. C'est vraiment ce qui est important, mais tout en préservant bien sûr la santé du rumen, c'est vraiment important. Okay. Mais travailler vraiment au niveau c'est toujours global. Quand on approche un problème sur une ferme, c'est jamais juste une chose qui va fitter, excusez mon anglicisme, mais à toutes les fermes. Chaque ferme est propre à elle-même. Chaque ferme a ses propres défis, c'est à travailler. Et c'est vraiment, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui va faire que la ferme va réussir, puis va réussir à produire de la protéine dans son cas. Ouais. OK. Donc, il y a de l'ouvrage à faire, mais c'est ça, il faut toujours commencer par faire le portrait avant. Par la base, toujours. Il y a, dans ta dernière intervention, tu as parlé de acides aminés. Oui. Ça, pour ce que nos auditeurs puissent bien comprendre, est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un acide aminé ou des acides aminés? Ben, les acides aminés, dans le fond, c'est ce qui compose la protéine brute. Donc, la protéine, quand on parle de protéines, mettons, j'ai 14% de protéines dans mon ingrédient, mais c'est différentes sources d'acides aminés. Donc, on va parler de méthionine, lysine, histidine, arginine, phénylalanine. Ça, c'est une panoplie d'acides, dans le fond, d'acides aminés qui composent la protéine brute. Donc, ils vont faire le total de la protéine brute. Donc, c'est les composants, dans le fond. On a un soulier, par exemple. On a un soulier. Dans le soulier, il y a des lacets, il y a une semelle, il y a la cuirette ou le cuir ou le tissu. Ben, en fait, les acides aminés, c'est ce qui compose la protéine brute. Ce sont tous les composants là, qui vont faire que vous allez avoir 16% de protéines ou qui va faire votre protéine totale. Dans le fond, c'est une combinaison d'acides aminés qui compose la protéine. Exact. Chacun fait sa part, finalement. Oui, exact. Fait que la protéine du lait est la même chose. Donc, si vous regardez des étiquettes là, de whey, là, les gens qui s'entraînent et puis qui ont vraiment, ben vous allez voir vraiment le profil d'acide aminé du lait, là, il est très, très proche. Là, vous allez voir vraiment comment la panoplie d'acides aminés qui compose le lait. Donc, faut faire la même chose. La vache, elle transforme, elle a besoin d'une différente variété d'acides aminés. Fait que c'est la même chose quand on l'alimente, faut l'aider à produire ces différents acides aminés-là qui composent son lait. Donc, si, mettons, j'ai bien compris, c'est que faut pas forcément taper sur un acide aminé précis. Non. En fait, il faut y aller globalement, mais le fournir de façon adéquate à la vache. Exact. De façon adéquate à la vache, puis en fonction des ingrédients de la ferme. Parce que les fourrages, les grains à la ferme apportent des acides aminés.
Fait que tout dépendant de la qualité, de la variété, de fourrage qu'on a, si on a plus d'ensilage de maïs, on a de l'ensilage de luzerne, on a de l'ensilage de graminées, ça apporte différents acides aminés, puis aussi la maturité. Peut-être qu'il y a des producteurs, il y a plus, et puis là, on a des moins bons fourrages où ça a super bien été, on a des excellents fourrages, ça apporte pas la même variété d'acides aminés. Donc, chaque ferme est propre à elle-même. Donc, il faut le faire en fonction de la ferme uniquement. Dans le fond, c'est pas comme le voisin, par exemple. Ça peut être différent. Donc, ça dépend des ingrédients disponibles à la ferme. Il nous faut compléter là, avec ça. Ouais. Donc, des fourrages. Donc, t'as parlé de fourrage, là, je me permets de rentrer dans ce sujet-là. Justement, là, bon, on a plus, je suis agriculteur, je suis producteur laitier, moi aussi, et puis, bon, soucieux, justement, de bien nourrir mes vaches, comme tous mes collègues, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a un modèle de prairie meilleur? Tu sais, on parle de luzerne, de trèfle rouge, de lotier. Est-ce qu'il y a vraiment une plante chouchou ou que le mélange de tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux? Oh boy, ça, c'est une excellente question. Je dirais que c'est vraiment une très bonne question parce que nous, on travaille avec tout, en fait. Et souvent, tout dépendant de la région, ben, il y a des plantes qui sont plus difficiles à faire pousser. Là, je donne la luzerne. Si on va dans le Bas-Saint-Laurent, ben, il y a plus de neige, ça va bien, on a moins, mais je dirais une combinaison parfaite. Je dirais, moi, je mettrais plus l'emphase sur la qualité. Peu importe le type de fourrage qu'on est capable de faire chez soi, selon notre type d'unité thermique, selon la région où on est, selon le type de terre qu'on a, c'est de faire le mieux pour avoir le meilleur fourrage possible, de faire la meilleure qualité dans la variété qu'on va choisir. Puis à partir de là, ben les conseillers sont vraiment outillés pour aider puis faire les bons mélanges à la ferme. Puis des fois, c'est l'entreposage là, où on peut dire ben oui, on peut vous dire ben c'est bien mieux de donner 40 kilos d'ensilage de maïs. Je donne un exemple. 40 kilos d'ensilage de maïs, mais vous avez pas les entreposages, vous avez. Fait que, encore une fois, on revient toujours à la base, c'est d'établir ça avec le producteur laitier lui-même. C'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il aimerait, où il aimerait aller? Qu'est-ce qu'il est capable de faire sur ses terres? C'est quoi qui pour lui est plus facile ou qu'est-ce qu'il est prêt à changer? Fait qu'il n'y a pas de recette parfaite pour tout le monde. J'aimerais vous donner là, la recette comme Ricardo, là, mais tant de sel, tant de lait. Mais non, je pense que la bonne recette est toujours propre à la ferme. Puis c'est notre travail, nous, à chaque jour, de vous écouter puis de s'assurer qu'on est en lien avec où vous voulez aller puis avec ce que vous avez de disponible, puis ce que vous êtes capable de faire puis de vous supporter là-dedans. Dans le fond, c'est modulable en fonction de nos réalités. Oui, exact. C'est ça, exactement. Puis tout le monde peut produire de la protéine. Tout le monde peut être capable d'en faire. Tout le monde peut s'améliorer. Peu importe où on se situe dans la province de Québec ou au Canada, on peut tous s'améliorer. Puis faut jamais penser que tout le monde est parfait. On a tous quelque chose, puis on veut tous aller plus loin dans la vie, puis il y a personne de parfait. Puis les producteurs laitiers là, sont bien placés, puis ils sont très conscients de ça, puis ils travaillent déjà très fort pour le faire, puis c'est ce qui rend notre travail bien agréable. OK. Puis, justement, au niveau, tu sais, j'imagine que, bon, avec toute la panoplie d'aliments qu'on peut servir à une vache, je vois autant dans les plantes pérennes que, justement, les plantes annuelles comme du maïs. Maïs, par exemple, oui. Tu sais, y a-tu de la recherche, de l'innovation, justement, qui est comme en branle ou qui a été fait, mettons, dans les dernières années, justement, en lien avec la production de protéines? Ben, je dirais que pour la production, en lien avec la production de protéines, comme je disais au départ, tu sais, la production de protéines est liée avec l'énergie, est liée aussi, c'est sûr, avec les apports en protéines, puis selon vraiment la réponse des vaches. Fait que oui, il y a des innovations. Première innovation que je peux vous dire, tu sais, que je pense qu'il est de plus en plus en vogue, puis qu'il y a beaucoup de recherches autour de ça, ce sont les phytotechnologies. Donc, c'est vraiment des additifs qu'on parle qui vont aider la vache au niveau inflammation. Donc, tu sais, sa santé intestinale, qui va faire que elle va pouvoir garder son énergie pour produire du lait plutôt que l'utiliser pour se défendre, ce qu'on appelle l'inflammation métabolique, ou tu sais, elle a des stress ou des choses comme ça, sa santé intestinale
Donc, les phytotechnologies vont pouvoir nous aider justement à ce que l'énergie soit utilisée aux bonnes places où je devrais dire, où ce qu'on veut qu'elle soit utilisée, donc dans la production, et puis l'aider à produire justement sa protéine. Mais il y a aussi des innovations au niveau des modèles de formulation. En ce moment, on balance, dans le fond, selon un besoin, les besoins des vaches. Bon, ma vache, elle fait 40 kilos, elle a tant de gras, elle produit tant de protéines, son besoin d'entretien pour rester en vie est là. Donc, on a des besoins. Donc, on dit tant de mégajoules d'énergie, ça prend tant d'acides aminés de celui-là, de l'autre. C'est des besoins. Mais le futur nous amène à plus aller vers, oui, voici ce qu'on a sur la ferme et on va avoir des modèles qui vont plus prédire la réponse des vaches. Donc, on va être capable d'aller cibler, moi, je veux augmenter ma protéine, voici mes ingrédients, voici selon les données que nous avons de la ferme, quelle combinaison je dois faire à ma ferme pour augmenter spécifiquement mon test de protéines. Fait que c'est ce qu'on appelle des modèles de réponse, donc qui travaillent au départ avec un modèle qu'on a actuel, qui vont formuler des rations, mais qui va avoir pris les données de la ferme selon les réponses à laquelle la vache, parce que c'est très marginal, hein, on donne pas 100 grammes de protéines puis elle répond à 100 grammes de production plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est marginal. Donc, chaque ferme a sa propre réponse marginale, parce que des fois, on le sait, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, t'as fait des choses, puis là, j'ai pas vu rien. Là, on dit, mon Dieu, ça a pas répondu. Donc, chaque ferme a sa réponse à elle-même. Fait que les modèles de formulation s'en vont vers des modèles de réponse qu'ils appellent. Donc, ça va être en collaboration avec les modèles de formulation actuels. Et puis, on va aller un petit peu plus loin en prédisant vraiment la réponse des vaches avec les ingrédients actuellement à la ferme. Fait que ça, c'est vraiment des innovations quand même majeures qui sont très intéressantes, qui donnent vraiment des résultats super intéressants en ce moment là, pour la suite des innovations à venir. Donc, le meilleur est à suivre. Puis, ben, comme les besoins y sont, ben, probablement que la recherche va vraiment y aller en ce sens-là. Hein. Exact. Oui, toujours. Tu sais, c'est sûr, vous ajustez, ben nous, on s'ajuste aussi, puis on veut répondre au marché comme vous, à la même chose que vous. On veut répondre à vos besoins, donc ça va ensemble. OK, good. Écoute, j'aimerais ça, peut-être en terminant, voir, tu sais, on faire un peu un recap là, de ce qu'on vient de discuter. Mm-hmm. Qu'est-ce que, mettons, pour un producteur laitier là, qui nous écoute, là, qui voudrait justement là, améliorer son sort, peut-être faire grimper la protéine dans le lait de ses vaches, qu'est-ce que tu dirais, là, qu'est-ce que tu aurais comme message pour lui, là? Ben, en fait, moi, toujours le principal message que je dis, que c'est de travailler en équipe. Première chose. C'est de travailler avec vos conseillers, ceux en qui vous avez confiance, ceux avec qui vous travaillez actuellement, ceux que vous avez confiance, et de faire un plan commun avec vous. Comme je l'ai dit au départ, d'entrée de jeu, c'est de mesurer puis de voir où le producteur veut aller. Voici ma protéine, voici ce que je produis en ce moment, voici ce que ça va, où je vais être rendu quand que vraiment le prix va arriver, je vais être là. Bon, maintenant, on fait quoi ensemble? Bon, monsieur le vétérinaire, moi, de mon côté, on peut regarder ça. Sont où les goulots d'étranglement ensemble? Après ça, au niveau alimentaire, voici mes ingrédients, voici la façon que j'alimente les vaches. C'est vraiment important de travailler vraiment en fonction des ingrédients, des acides aminés, de pas monter la protéine, juste la protéine brute, c'est une question d'ensemble d'acides aminés. Il y a des modèles qui travaillent sur les acides aminés depuis plusieurs années. C'est de travailler avec les bons modèles pour vraiment fournir la juste dose d'énergie, de protéines pour les animaux. Mais de travailler, c'est super important de travailler en équipe puis de le faire ensemble avec vous. Évidemment, de profiter justement de tout ce que les gens qui sont autour de nous ont de mieux à offrir. Oui, exactement, exact. Puis ça, il n'y a rien de mieux que quand tout le monde est ensemble dans la même salle, puis vous êtes capable de vous mentionner vos objectifs, tout le monde ensemble travaille dans le même sens, tout le monde entend les mêmes choses. Fait qu'on est capable de pousser tout le monde ensemble pour travailler dans le sens de vos objectifs. Là, en ce moment, l'objectif, c'est de produire de la protéine.
Fait que tout dépendant où le producteur se situe, ça va être plus ou moins pressant, mais il faut quand même faire quelque chose. Fait que je pense que tout le monde a les bons outils pour amener au producteur puis vous aider, mais surtout mesurer. Mesurer où ce qu'on est. Puis quand on fait des actions, on mesure où est-ce que ça nous a amené de prendre des décisions que l'on dit éclairées. Ouais, voilà. OK. Ah, c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup Anne-Marie Reich d'être à notre émission aujourd'hui. Puis, au plaisir de se reparler au futur. Même chose. Merci beaucoup de l'invitation encore une fois. Merci. Alors, le virage vers un lait plus riche en protéines change vraiment la façon de penser de la nutrition des troupeaux. On cherche à mieux utiliser ce que la vache consomme pour produire un lait de meilleure valeur pour les consommateurs qui cherchent des sources, eux, de protéines abordables et efficaces, car on le sait, le panier d'épicerie est toujours un enjeu. Au cœur de tout ça, il y a l'équilibre de la ration, mais aussi on verra à l'œuvre la capacité des producteurs et des conseillers à s'adapter rapidement à un marché qui continue d'évoluer. Au final, c'est autant un défi qu'une opportunité pour produire différemment et s'adapter aux tendances de consommation. On va poursuivre la conversation dans un prochain épisode. Vous pouvez aussi alimenter les discussions sur nos comptes Facebook, Blue Sky, X, YouTube et aussi sur ma page Instagram, Ferme Lisière Bio. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les émissions qu'on aura enregistrées. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Un remerciement à notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Encore une fois, ça a été un plaisir d'animer cette émission pour vous. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là.